Et nous sommes maintenant en compagnie d'Hélène Chauveau, coordinatrice de la chaire Transition alimentaire de l'Université Lyon 2, et Marie Dantimo, doctorante en sociologie au sein de la chaire et plus particulièrement du programme Alinoveg pour leur coup d'œil sur l'actu. Bonjour. Bonjour. Alors pour débuter l'entretien, on aimerait revenir, comme on l'a fait toute la journée, sur les actualités nationales liées à l'agriculture. Quel est votre constat, Hélène Chauveau, en travaillant sur les transitions alimentaires, sur la ruralité, à propos des manifestations actuelles des agriculteurs ? Bonjour, alors d'abord merci de votre invitation. Je précise juste que je suis coordinatrice administrative de la chaire et que Claire Delfos et Maxime Michaud sont les coordinateurs scientifiques. Voilà, je ne voudrais pas créer de la confusion. Oui, alors par rapport aux luttes paysannes et agricoles en cours, c'est sûr que nous, ça nous interpelle beaucoup, notamment voilà, ce qu'on s'est dit entre membres de la chaire à propos de ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a vraiment plusieurs modèles agricoles en fait qui sont représentés et mobilisés, et que ça en fait cette représentation un peu transversale, elle est quand même assez inédite et vraiment impressionnante. Donc voilà, ce qui se manifeste un peu actuellement sans doute, et on va voir comment ça se développe et ça s'installe et ça se consolide, mais c'est que voilà, il y a quand même tout le spectre voilà, quasiment des mondes agricoles en fait qui sont mobilisés, et justement peut-être pour remettre cette question de l'alimentation au cœur et refaire le lien entre production agricole et consommation alimentaire. Et je trouve que voilà, c'est intéressant ce qui se passe, et aussi dans les conversations et les débats que ça fait émerger, voilà, pour que le grand public aussi reprenne conscience de ce lien intrinsèque entre ceux qui produisent et ce qu'on mange dans l'assiette, et voilà, refaire davantage de liens. On entend beaucoup parler des produits importés, voilà, du rôle des intermédiaires, de l'existence des filières. Voilà, c'est tous des sujets sur lesquels nous on travaille depuis des années, et on travaille sans cesse, et là qui reviennent un peu sur le devant de la scène, et en ça c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Les questions de reconnaissance aussi du métier qui, on le voit, sont à la fois, sont présentes en fait dans tout le spectre, et qu'on soit un agriculteur qui se plaint de l'agribashing des écolos, je mets des guillemets, ou un petit paysan qui n'est pas suffisamment reconnu pour son salaire, etc. En fait, quelque part, il y a peut-être quand même voilà, ce point commun de chercher aussi la reconnaissance et de vouloir remettre ce métier-là et ces pratiques et ce lien entre l'agriculture et l'alimentation au cœur des débats. Et les actualités, elles interrogent, vous le disiez, avec la question de l'agribashing, fortement en fait cette question écologique, des commentateurs qui vont critiquer les normes environnementales qui sont en cours d'établissement et qui sont d'ailleurs remises en question. Et ça interroge, il me semble, la transition écologique du secteur agricole. Et vous, avec la chaire Tralim, vous écrivez la transition alimentaire au pluriel, les transitions alimentaires. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tout ça ? Alors pour nous, les transitions alimentaires, elles sont multiples, bien sûr. Et puis nous, on les écrit, en fait, surtout on les documente. C'est pas, voilà, nous, on fait de la recherche, donc on est là pour observer ce qui se passe avec un regard critique, et puis l'envie de produire du savoir autour de ce qui se passe. Moi, ce qui m'interpelle par rapport à cette opposition vraiment, bon, vous l'avez déjà dit, stérile entre écologie et agriculture, c'est ce côté, en fait, l'accompagnement, la nécessité de l'accompagnement. Et ça ressort beaucoup dans de nombreuses recherches qu'on peut mener. C'est qu'en fait, le modèle, voilà, quel que soit le modèle vers lequel on veut tendre, il faut accompagner vers, en fait, et il faut faire prendre part aussi les différents acteurs à ces enjeux-là. Et c'est pour ça que nous, par exemple, dans les recherches qu'on mène, on cherche toujours à associer les personnes concernées, parce que en fait, aucune innovation, aucun souhait de changement et de transition ne peut se faire sans embarquer les gens et les personnes concernées, et du coup sans connaissance des enjeux, des besoins, des limitations, voilà, des problématiques des personnes qu'on souhaite embarquer. Donc la connaissance, de ce point de vue-là, elle est centrale, parce que voilà, si on ne connaît pas les publics qu'on essaye d'embarquer, et il va falloir embarquer tout le monde, si on veut faire une transition voilà, un peu globale, elle est centrale, et elle est centrale, et voilà, elle est importante, et c'est important qu'elle circule aussi, cette connaissance de ces milieux. Et justement, vous avez commencé un petit peu à nous les exposer, mais quelles sont les ambitions et les objectifs de cette chaire Tralim ?
Alors la chaire, elle a un peu 3 grands objectifs. Donc c'est à la fois la recherche, donc développer vraiment la recherche, alors avant tout en sciences humaines et sociales, sur ces problématiques de transition alimentaire de manière interdisciplinaire, puisque l'idée d'une chaire, c'est vraiment de faire discuter et de mettre ensemble des chercheurs, chercheuses qui sont d'habitude un peu chacun dans leur silo, chacun dans leur discipline, dans leur labo, et qui communiquent pas forcément entre eux, entre elles, alors que parfois ils travaillent sur le même objet et que c'est quand même drôlement intéressant de regarder le même objet avec différentes lunettes. Donc c'est cette interdisciplinarité et cette recherche aussi avec l'envie de faire la recherche différemment et donc de la faire de manière co-construite, que ce soit avec le secteur privé, avec les acteurs publics, avec les associations, avec les personnes concernées, etc. Il y a aussi la dimension formation, c'est-à-dire que la chaire propose un cycle UTA, par exemple, à l'université tous âges, des motifs, des modules de formation pour des étudiants Lyon 2, qui sont accessibles en fait à tous les étudiants, quelle que soit leur discipline. En fait, on peut très bien être étudiant en marketing, en psycho, en histoire, en géo, et s'intéresser à l'alimentation. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de master en alimentation pour l'instant. Voilà, mais il y a vraiment un grand intérêt des étudiants et étudiantes sur ces thématiques-là, des professionnels aussi qui veulent se former tout au long de leur carrière. Donc voilà, on propose aussi des modules courts de ce point de vue-là. Et puis il y a le rôle aussi de médiation et de diffusion, parce que voilà, c'est bien de produire de la recherche, mais c'est mieux aussi de la discuter, de la mettre en débat auprès du grand public et de la cité. Donc voilà, on organise par exemple des conférences tous les jeudis, un jeudi par mois à la Cité internationale de la gastronomie, voilà, pour mettre en commun en fait les recherches qui sont menées au sein de la chaire. Alors, si on essaie de brosser un peu le panorama de ces transitions alimentaires françaises aujourd'hui, c'est quoi le constat que vous formulez ou des pistes, des grands éléments que vous pourriez nous partager sur l'état de l'alimentation au regard de ces transitions alimentaires aujourd'hui ? Alors c'est une question vraiment très ample, vaste, ouais. Très vaste. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? C'est que il y a différentes dimensions. Peut-être que je peux répondre un petit peu par les différents axes de la chaire. Donc on a 4 axes de recherche, principalement donc sur les pratiques et représentations. Là-dessus, on constate qu'il y a une évolution énorme, mais qui est constante en fait, c'est pas la transition, elle date pas de cette décennie. Il y a eu des transitions alimentaires à différents moments de l'histoire et continuera à y en avoir. Et c'est vraiment lié beaucoup aux représentations en fait que les gens se font de tel ou tel régime alimentaire, de telle ou telle pratique. On travaille aussi nous sur les dynamiques alimentaires et la diversité des territoires. Donc tout ce qui est lié à la mobilité, aux différentes échelles, aux liens entre différents types de territoires, donc rural, urbain, périurbain, les différentes échelles internationales, locales, etc. On a aussi un axe de recherche sur la question de la gouvernance des acteurs et des politiques alimentaires, parce que vous avez parlé de transition démocratique, ça fait aussi partie des transitions qui sont en cours et qui, voilà, on voit les populations qui ont envie de s'emparer aussi de ces questions-là, avec par exemple des sujets comme la sécurité sociale de l'alimentation, voilà, les AMAP, voilà, qui datent pas non plus du tout d'hier, mais voilà, une envie comme ça de se réemparer aussi de ce fait social-là de l'alimentation. Et puis on a un dernier axe sur l'éthique et l'égalité d'accès à une alimentation de qualité, puisque on fait aussi le constat que voilà, il y a une alimentation de qualité. Alors, la notion de qualité elle-même, on la discute, on la travaille beaucoup, parce qu'il y a plein de facettes de la qualité. Voilà, ça peut aller de la qualité nutritionnelle, patrimoniale. Voilà, il y a plein de facettes. Mais surtout, c'est comment rendre possible l'accès à cette alimentation dite de qualité à des publics les plus variés possibles. Et là-dessus, on essaye aussi de documenter la diversité sociale. Voilà, on entend beaucoup stigmatiser dans différents espaces les pratiques alimentaires de certaines populations. Voilà. Et en fait, les transitions, il va falloir les faire avec tout le monde. Et du coup, il faut connaître les pratiques actuelles des gens aussi pour pouvoir les faire évoluer. Et justement, quels sont les points de résistance aujourd'hui pour engager ces transitions alimentaires ? Alors, moi, de mon point de vue, comme je vois un peu sur quoi les chercheurs de la chaire travaillent, mais ils auraient sûrement chacune des réponses toutes différentes, mais les résistances, pour moi, elles sont principalement du point de vue des représentations, voilà, de l'image qu'on se fait en fait de telle ou telle pratique.
Mais en fait, ces représentations, l'idée, c'est bien sûr pas de les uniformiser, c'est-à-dire qu'il va falloir, en fait, et cette diversité de représentation, de pratiques et de représentation, elle est aussi passionnante. Donc voilà, cette diversité, il s'agit de la garder et d'en même temps tendre vers des modèles vertueux. Donc voilà, les résistances, elles sont comme pour tous les types de transition, je pense, elle est dans le fait de faire ensemble et voilà, de discuter et de rendre disponible aussi l'information. La circulation de l'information est un élément super important. On a participé en décembre au festival Bouillon de Culture qui était porté par une dizaine d'associations qui a eu lieu à la Cité internationale de la gastronomie, dont l'idée était vraiment de venir valoriser la diversité des pratiques alimentaires. Donc je crois que c'est une piste intéressante, voilà, de partir aussi des pratiques des personnes pour voilà, pas imposer bien sûr un modèle qui vienne d'ailleurs que des gens eux-mêmes. Et vous parliez des représentations, et s'il y a bien un secteur qui polarise un petit peu le débat, j'ai l'impression que c'est l'alimentation végétale, et j'aimerais qu'on fasse un point, parce qu'il me semble que vous avez un projet de recherche qui s'appelle Alinoveg sur cette alimentation végétale et sur l'innovation de ce secteur. Alors, quelle est l'ambition de ce projet, Marie ? Marie. Oui, bonjour. Et j'en profite pour vous remercier aussi pour cette invitation que j'aurais peut-être pas le temps de dire ce merci à la fin. Alors le projet, je sais pas si je suis forcément la meilleure pour parler du projet en lui-même parce que voilà, moi je travaille en sociologie, mais c'est un projet qui est pluri-interdisciplinaire. Comme disait Hélène, il y a des personnes qui travaillent en marketing social, en psychologie. L'idée d'Alinoveg, c'est de travailler autour de la végétalisation des pratiques alimentaires. Me concernant, donc, c'est une thèse en sociologie qui porte à la fois sur les mangeurs-mangeuses et sur les associations qui portent les enjeux des transitions agroalimentaires. C'est une thèse, d'ailleurs, puisque c'est une thèse dont il s'agit pour moi, c'est une thèse qui portera notamment sur les légumineuses. Peut-être que je peux revenir rapidement sur les constats. Oui, carrément. Quels sont les constats sur les légumineuses actuellement ? Est-ce que c'est un nouveau secteur qui s'ouvre ou est-ce que c'est déjà quelque chose d'un petit peu ancré ? Disons, en tout cas, avant d'un constat sur les légumineuses, je crois qu'il s'agit aussi d'un constat sur la viande, parce que derrière les légumineuses, il y a la question de la protéine végétale, et donc ce qui est au cœur de cette thèse, c'est la question du rééquilibrage potentiellement faisable entre protéines animales et protéines végétales. Il y a cette question de l'efficience nette de conversion. Donc l'idée que d'un point de vue environnemental, entre autres, c'est plus intéressant, entre guillemets, de consommer directement de la protéine végétale que de la protéine animale. Avec ce constat, bien sûr, il y a toutes les questions des conséquences négatives pour l'environnement et pour la santé de la consommation de viande, qui est pointée depuis un certain nombre de dizaines d'années, évidemment. C'est d'ailleurs des données qui sont faciles à trouver. Je suis allée ce matin sur notreenvironnement.gouv voilà, pour lire qu'une alimentation moins carnée produit moins de CO2, moins de pollution atmosphérique, moins de beaucoup de choses qu'une alimentation classique. Et c'est pour ça qu'il y a la nécessité d'un rééquilibrage. Moi, j'aime bien cette notion de rééquilibrage. Je peux peut-être en parler rapidement tout à l'heure. J'avais une question... Puisqu'on parle de ces représentations, on a l'impression que finalement c'est un enjeu de bataille culturelle, hein, un petit peu pour engager ces transitions alimentaires qui se posent. Comment le secteur ou comment en tant que sociologue on peut accompagner une forme de transition vers un au-delà d'un imaginaire végétal qui resterait cantonné à la figure du bobo parisien qui mangerait des graines? En tout cas, c'est sûr que c'est assez juste comme l'imaginaire du bobo. Voilà, on peut parler un peu d'un ascétisme végétarien. Souvent, c'est effectivement associé à ça. Par exemple, les légumineuses sont souvent vues comme un produit de niche, un produit qui est associé à une certaine catégorie de mangeurs. Dans tous les cas, effectivement, la question des représentations et même plus largement des imaginaires, des symboliques qui sont associés à l'alimentation végétarienne et notamment aux légumineuses, c'est une des pistes les plus intéressantes, à mon sens, effectivement, pour opérer cette transition alimentaire et notamment cette forme de transition protéique, si je puis dire, parce que on constate assez facilement que même s'il y a des freins concrets, matériels
à la mise en place d'une alimentation plus végétale. Par exemple, les légumineuses, c'est des choses qui sont lentes à préparer, ça fait pas le poids face à des produits qui sont très transformés, etc. Notamment avec des contraintes de temps de plus en plus serrées, etc. Mais au-delà de ces contraintes pratiques, matérielles, concrètes, il y a aussi toute cette question des imaginaires. Par exemple, en sociologie, il y a ce qu'on appelle le principe d'incorporation, qui se résume par « je suis ce que je mange », une espèce de pensée magique qui fait qu'on associe des propriétés à ce qu'on mange et qui dépasse en fait souvent la réalité nutritionnelle. L'alimentation, c'est quelque chose qui est multidimensionnel, elle est biologique, elle est hédonique, donc elle est liée au plaisir, elle est identitaire, sociale, économique, environnementale, et du coup, effectivement, on peut difficilement envisager les questions de végétalisation sans envisager les imaginaires et les représentations sociales. J'ajoute aussi que le changement alimentaire, il s'inscrit dans des trajectoires de vie, des trajectoires alimentaires. Donc il faut aussi voir ce qui se joue de ce côté-là. Il peut y avoir parfois des choses dans la vie qui font évoluer nos représentations et donc qui font évoluer nos pratiques. En tout cas, voilà, c'est sur ça que portera ma thèse en sociologie, les freins et les leviers, et donc notamment la représentation à cette végétalisation. Et je suis bien contente que ce soit fait dans une perspective pluridisciplinaire. Et à ce titre-là, je peux peut-être juste glisser une recommandation de lecture, un livre qui s'appelle une écologie de l'alimentation, voilà, qui justement traite de cette multidimensionnalité de l'alimentation que je recommanderais vraiment, et d'ailleurs dans lequel vous retrouverez sûrement tout ce que je viens de dire. C'est un livre de 2021 de Brica, Conaré et Valzer. Eh bien, vous parliez de contraintes de temps. Malheureusement, notre émission aussi est un petit peu contrainte en temps aujourd'hui. En tout cas, Hélène Chauveau et Marie Dantimot, un grand merci d'être venues sur notre plateau pour cette émission. Merci à vous. Oui, merci. Je rappelle, Hélène Chauveau, que vous êtes coordinatrice comment, pardon ? Administrative de la chaire Transition alimentaire de l'Université Lyon 2. Et Marie Dantimot, vous êtes doctorante en sociologie au sein de la même chaire et plus particulièrement du programme Alinoveg. Un grand merci pour votre venue et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.